bien, moi je suis ravi d'accueillir André Tricot, qui a été le premier à la clôture de l'université de Toulouse l'année dernière de dire « Oui, Chaumont l'année prochaine, j'y serai ». Voilà, merci André. Donc c'est avec plaisir qu'on recroise ton chemin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien André Tricot, il est professeur à l'ESP de Midi-Pyrénées et chercheur au laboratoire Travail et Cognition du CNRS de Toulouse. Il travaille essentiellement sur les apprentissages et la recherche d'informations dans les documents hypermédias. En parcourant ses travaux, sa recherche, il évoque l'innovation technologique au service de la pédagogie, donc en lien effectivement avec ce qu'a pu nous dire Michel Reverchon-Billot, et en posant toujours la question « oui, mais comment ?» Parmi ces articles, j'en ai noté un qui s'intitule « Peut-on se passer des profs ?» C'était une interrogation que tu avais entendue, et avec toute la légitimité que peuvent avoir les enseignants à se dire devant cette évolution, à quoi servons-nous? Serons-nous toujours utiles? Et je crois qu'une des réponses, en tout cas c'est celle que tu soulevais, c'est la nécessité d'éclairer la distinction entre enseigner et apprendre. Et puis, un de ces derniers axes de travail, c'est apprendre avec le numérique, mythe et réalité. C'est pour ça que nous t'avons invité. Merci André. Merci Gilles, merci à tous pour votre accueil. C'est impressionnant de parler devant vous, franchement. J'étais de dos dans cette salle, je ne voyais pas. Je vais donc vous faire une présentation sous l'angle mythe et réalité autour en gros des discours qui ont tendance à présenter le numérique comme répondant à tout un tas de problèmes et essayer à chaque fois de confronter l'état des connaissances actuelles en recherche par rapport aux promesses qui sont faites parfois un petit peu rapidement. Peut-être je vais commencer, comme tout bon enseignant, par questionner mon auditoire. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui a écrit ça? Je donne la citation en entier, ou la période. Donc c'est Thomas Edison en 1913. Et cette citation, la première fois que je l'ai lue, elle m'a donné le vertige en me disant, mais finalement, si on remplace le mot cinéma par le mot numérique, est-ce qu'on va pas avoir la même chose? Et finalement, est-ce que tous nos enthousiasmes d'aujourd'hui ne sont pas complètement déraisonnables et en même temps attirer notre attention sur le fait que Thomas Edison n'avait pas l'idée que le cinéma allait complètement bouleverser la culture, allait complètement changer notre rapport à l'art, allait être l'instrument principal de la domination culturelle des États-Unis sur le reste du monde, etc., etc. Autrement dit, le cinéma a eu un impact absolument extraordinaire sur le XXe siècle, mais pas là où Thomas Edison le croyait. Bon, donc aujourd'hui, on va parler de technologie de l'information et de la communication. Les technologies de l'information et de la communication, la première chose, il me semble, c'est d'abord de dire que c'est quand même pas une histoire récente, hein, le fait que les humains se demandent qu'est-ce qu'ils font et comment ils s'organisent pour transmettre des connaissances, pour échanger des informations et des connaissances, bien entendu, c'est intrinsèquement lié à l'évolution de notre espèce et à la définition même de notre espèce, à savoir une espèce qui, au fur et à mesure qu'elle évolue, crée des nouvelles technologies pour échanger, pour communiquer et pour transmettre. C'est aussi une espèce qui a tendance à inventer des technos avant d'inventer les normes qui permettent d'utiliser ces technos. Peut-être que c'est aussi ce qui nous arrive en ce moment. C'est-à-dire on est en train de vivre une révolution technologique très profonde, sans doute aussi importante que l'invention de l'écriture, sans doute aussi importante que l'invention de l'imprimerie, mais peut-être qu'on n'a pas encore
organisé, défini les normes qui nous permettent d'utiliser ces outils-là. Et ce qu'a dit Michel précédemment sur l'horreur d'Internet en ce moment, c'est peut-être une parenthèse de l'évolution de cette techno. Deuxièmement, les technos que les humains inventent pour communiquer et pour transmettre, c'est très vite. Là, c'est des tablettes qui ont été analysées par une collègue parisienne, mathématicienne, et qui montre que 2000 ans avant Jésus-Christ, ce qu'on trouve sur les tablettes, c'est déjà des exercices de maths. Ce que je veux dire, c'est que la façon dont l'évolution des technos interroge notre pratique d'enseignement, le fait que les supports, c'est d'abord des supports faits pour enseigner, c'est d'abord des supports pédagogiques, c'est une idée qui est pas nouvelle aussi. D'ailleurs, la collègue a analysé pas mal des problèmes de mathématiques qu'on a retrouvés sur ces tablettes-là, et il y en a, ils sont au niveau terminal S, quoi, hein. Il faut vraiment s'accrocher pour les autres. C'est des problèmes qui peuvent être de haut niveau de complexité. Là, je vous ai mis un facile pour pas que vous gâchiez la matinée. D'autre part, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qui est extrêmement important, qui s'appelle Vannevar Bush, qui n'a rien à voir avec l'autre famille, qui est l'inventeur de Memex. Memex, ça veut dire Memory Extender. Donc c'est l'idée de prothèse cognitive dont parlait Michel. Et en fait, cette prothèse cognitive, c'est ce qui va donner le web. C'est ce qui va complètement bouleverser nos vies. Et une chose intéressante, c'est que dans l'article où il présente Memex, cette première prothèse cognitive qui va donner le web, donc c'est en 1945, il intitule son article « Comment est-ce que nous pensons ?» Comment est-ce que nous penserions? Comment est-ce que nous pourrions penser? L'idée que les prothèses cognitives, pour fonctionner, elles doivent être compatibles avec notre pensée. L'invention de Memex, c'est une lutte contre les systèmes documentaires organisés de façon hiérarchique, de façon arbitraire. Memex, c'est chacun doit pouvoir avoir un système documentaire qui respecte notre propre pensée, qui respecte nos associations d'idées. L'idée du web, c'est ça, c'est une organisation à l'horizontale des systèmes documentaires, une organisation fondée sur l'établissement de relations. Et pourtant, encore une fois, Bush, en 1945, c'était pas du tout une idée nouvelle. Dès le Moyen-Âge, l'idée d'organisation en réseau des documents est présente. Dès le Moyen-Âge, et le fait que ce qu'on essaye d'organiser quand on organise des documents, en fait, ce sont nos connaissances. Et une organisation documentaire et une organisation de connaissances, c'est la même chose. C'est bien entendu pas du tout une idée nouvelle. Il faut sans doute remonter dans cette période-là, les débuts de la Renaissance, pour voir nos idées aux contemporaines, et aussi s'inquiéter de savoir ce que ces gens-là fumaient à l'époque, parce que c'est quand même un peu bizarre. Donc les technos dont on va parler, je crois que la meilleure façon, c'est d'abord de se dire l'histoire qu'on est en train de vivre, c'est pas une histoire nouvelle, en fait c'est l'histoire de l'humanité, qui, quand elle invente une nouvelle technologie pour coopérer, pour transmettre, pour partager, pour informer, elle change un certain nombre de choses. Et ce qui m'intéresse, puisque moi ce qui m'intéresse c'est quand même les enfants qui apprennent, c'est que cette évolution des technos correspond assez bien à une évolution des apprentissages. Les outils les plus anciens utilisés par les êtres humains semblent pouvoir être appris de façon implicite. Ou pour le dire autrement, ces outils-là sont aussi bien appris par les enfants des sociétés sans école que par les enfants des sociétés avec école. Par contre, les outils apparus récemment dans l'espèce humaine, comme la grammaire et l'orthographe, comme le livre,
là, on voit une grande différence avec les sociétés des enfants sans école et les sociétés des enfants avec une école. On a besoin d'aller à l'école pour maîtriser ces outils, pour apprendre à utiliser ces outils, pour apprendre à les manipuler. Et peut-être que cette idée que l'école, c'est aussi un moyen de donner accès aux outils qui donnent accès à l'information, à la connaissance, et que les modalités d'apprentissage changent, en gros, en fonction de l'époque de l'apparition de ces outils, c'est une idée fondamentale que je vais reprendre dans la conclusion de mon exposé. Donc aujourd'hui, on est tous d'accord, hein, le numérique va complètement envahir notre quotidien. Dans les enquêtes qu'on conduit aujourd'hui, on sait que sur des adolescents et des jeunes adultes, vous prenez le quatuor Wikipédia, Google, Twitter et Facebook, et vous êtes à peu près, chez les adolescents des sociétés riches comme la nôtre, à une utilisation quotidienne. Et si on prend tout le monde, on est au moins à une utilisation hebdomadaire. Ce quatuor a complètement envahi. Mais, chose aussi très intéressante, c'est que quand on s'intéresse aux adultes, et aux Américains moyens, qui ne sont pas des adolescents, qui ont un travail, qui ont une vie tout à fait ordinaire d'Américains moyens, on constate, ça Umberto Eco en avait eu l'intuition, mais bon, j'aime bien quand même quand il y a des études un peu empiriques, avec des méthodologies sérieuses qui évoluent ça, jamais les humains n'ont autant lu qu'aujourd'hui. On est dans cette enquête-là, qui est une enquête qualitative, conduite auprès d'un échantillon de plusieurs centaines d'Américains, seconde par seconde, on regarde ce qu'ils font, et on est à 4h30 de lecture par jour chez un Américain moyen. 40 ans auparavant, on était à peu près à 1h03. Donc le temps passé à lire, et notamment à lire sur des écrans, et notamment à lire au travail, est en train de complètement exploser. Et Michel parlait des mails qu'on envoie. Certes, les mails qu'on envoie sont différents dans la forme des lettres qu'on envoyait aux collègues, aux supérieurs hiérarchiques, mais ce qu'on a peut-être oublié, c'est que les courriers électroniques qu'on envoie sont infiniment plus nombreux que les lettres qu'on envoyait. À l'époque, on envoyait des lettres, on réfléchissait à 2 fois, alors qu'aujourd'hui, on envoie un mail pour un oui ou pour un non. Ou en tout cas, des fois, on reçoit des mails en se disant, est-ce que la personne qui m'a envoyé ce mail a réfléchi avant de m'envoyer ce mail. Et enfin, pour terminer cette introduction, ce qui est très intéressant avec les nouvelles technos, c'est la grande disparité, la grande hétérogénéité des opinions sur ces nouvelles techniques. Par exemple, quand on a fait une enquête auprès de 850 jeunes de 12 à 25 ans à propos de Wikipédia. Et on leur demandait, par exemple, un jugement de confiance sur Wikipédia. Le jugement de confiance sur Wikipédia est à peu près à 3 sur 4. Hein, si on leur met une échelle qui va de 1 à 4. 4, j'ai totalement confiance. 1, j'ai pas du tout confiance. Ils sont à peu près à 3. Donc, et ça c'est important, hein, ce sont des usagers quotidiens de Wikipédia. Ils l'utilisent beaucoup, mais ils ne disent pas qu'ils ont totalement confiance en Wikipédia. Hein, ils sont à 3 sur 4. Et ces mêmes 850 jeunes, quand on les a interrogés sur, bon, puisque manifestement ils n'ont pas totalement confiance, quelle est la source des opinions négatives sur Wikipédia? Qui c'est qui dit du mal de Wikipédia? On a un résultat qui est quand même assez magnifique. Et c'est assez récent. Hein, c'est une enquête qu'on a conduite en 2012-2013, je crois. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de discuter avec vous, puis bien entendu, j'espère que vous ne serez pas d'accord, que vous protesterez autour de quelques mythes. On appelle un mythe avec mon collègue Franck Amadieu, c'est en gros l'idée d'affirmation qu'on trouve un peu partout, dans les journaux, dans des discours publics, des discours politiques, des choses voilà,
on a l'impression que des personnes affirment ça sans avoir besoin d'en apporter la preuve. Et ce qu'on a essayé de faire, nous, ça va être cette partie-là de mon exposé, qui va être la partie principale, c'est de dire, ben voilà, ces affirmations, quand on regarde les résultats actuels, la recherche empirique, c'est-à-dire des études qui ont été faites avec des vrais élèves, dans des vraies classes et avec des vrais enseignants, qu'est-ce qu'on constate? Alors, juste, on ne s'est pas cantonné aux études conduites en France, on a regardé un petit peu partout dans le monde, et chaque fois confronté ces mythes-là aux résultats. Par exemple, l'idée que les élèves, enfants ou adolescents, sont plus motivés quand ils apprennent avec le numérique, les résultats sont globalement conformes à cette affirmation. Dans les enquêtes, vous voyez, où on va, par exemple, donner à des élèves le choix entre un support papier et un support numérique, et lequel tu préférerais pour apprendre ceci, la plupart du temps, ils préfèrent le support numérique au support papier. Donc là, c'est conforme quand on les interroge sur leur envie d'apprendre, sur leur motivation à faire ceci ou cela. Mais ce n'est pas toujours. Parfois, ils préfèrent le papier. Il semble qu'une des sources de variation principale, ce soit la tâche. Et je trouve ça super intelligent, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, dans une étude qu'on a faite l'an dernier avec des lycéens, on leur donnait une tablette avec une pomme dessus, et on leur proposait à certains de cette tablette contre du papier pour une tâche de lecture, et à d'autres cette tablette contre du papier pour une tâche d'écriture. Les lycéens aujourd'hui ne sont absolument pas fascinés par la tablette, et ils vont préférer la tablette pour lire et préférer le papier pour écrire. Ils savent très bien qu'écrire avec une tablette, c'est une galère pas possible, c'est pas du tout pratique, etc. Vous voyez, ils sont pas du tout dans la fascination, ils sont complètement lucides, et ils savent très bien que parler d'un outil de façon générale, ça veut rien dire. Quand on parle d'un outil, c'est toujours avec quelle tâche on va utiliser cet outil. Deuxième type de résultat très intéressant qui traîne dans la littérature, c'est le paradoxe préférence-performance. C'est-à-dire que parfois des élèves vous disent « je préfère l'outil A que l'outil B », et quand on regarde leur apprentissage, l'apprentissage est meilleur avec B qu'avec A. Le fait qu'un élève soit plus motivé par tel outil que tel autre n'est pas nécessairement un bon prédicteur de la réussite de l'apprentissage. Il y a une étude magnifique qui a été faite par mes collègues de Rennes, c'est à cause de Gilles que je dis ça, où ils ont comparé, c'était un même cours de comptabilité à la fac qui était donné, c'était un cours enregistré, donc on était sûr que tous les étudiants entendaient exactement le même discours. Premier groupe, le discours avec un diaporama dans lequel il n'y a que des graphiques et des images, c'est-à-dire ceux qui ne passent pas bien avec la voix. Deuxième groupe, le même discours, un diaporama avec les graphiques, les images, plus les idées clés, les mots-clés et la structure, vous savez, quand on fait Troisième groupe, un diaporama complètement redondant. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend est dans les diapos. Les étudiants préfèrent, les notes de motivation sont beaucoup plus importantes avec la première version. Il n'y a que des graphiques et des images. La note à l'examen, elle est meilleure avec la deuxième version. Donc, et c'est des apprenants âgés. Ils sont en première année de l'université et pourtant ils ne sont pas bons juges de ce qui va donner la meilleure performance d'apprentissage. Et des résultats comme ça, on en a. Le jeu, donc ce qu'on appelait les serious games avant, qu'on appelait le ludo-éducatif, etc. Donc tous les jeux numériques, il y a eu énormément de... et là aussi, les résultats corroborent plutôt l'affirmation dans les grandes revues de la littérature qui ont été publiées ces 2 dernières années. On a des résultats qui montrent que les élèves apprennent mieux avec un jeu numérique qu'avec une situation dans laquelle ils ne jouent pas
l'enjeu d'apprentissage étant le même si la différence n'est pas super importante. Mais l'idée, c'est des chercheurs qui sont allés voir ça en disant « Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on met dans le groupe témoin ?» Et chaque fois que dans le groupe témoin, il y a une situation d'apprentissage actif, il n'y a aucun bénéfice du jeu. Par contre, quand dans le groupe témoin, ils sont en situation d'apprentissage passif, alors le jeu donne de meilleures performances. Okay, donc c'est pour ça que je trouve la littérature empirique très intéressante. On dit, ben oui, on compare, mais on compare à quoi? Et il faut être bien attentif chaque fois à quoi on compare. D'autre part, la littérature dans le domaine, l'effet moyen, hein, le gain, il est autour de 10 à 15%, et parfois il y a des études qui sont publiées en disant voilà, il y a un gain qui est important, hein, ils sont plus efficaces dans tel groupe que dans tel groupe, et les différences sont de l'ordre de 2-3%. Donc statistiquement, on peut dire bah oui, c'est significatif, il y a une différence, mais en même temps, donc, par exemple, il y a une étude magnifique hein, sur plusieurs centaines d'élèves qui a été conduite avec des élèves de 5e, qui a été conduite en Turquie avec l'utilisation de SimCity, vous savez, le jeu, pour apprendre des notions en urbanisme. Ils ont un groupe témoin et ils choisissent d'avoir un groupe témoin qui fait rien, d'accord? Donc ils vont juste avoir une espèce qui joue à un jeu vidéo qui n'a rien à voir avec l'urbanisme. Pré-test, post-test, et les élèves qui sont dans le groupe SimCity, ils doivent sur quelques semaines passer 60 heures à utiliser SimCity, ok? Et donc on évalue les deux groupes d'élèves avant, et puis les deux groupes d'élèves après. Le groupe jeu a passé 60 heures sur SimCity. Alors déjà, un truc qui est intéressant, c'est le groupe qui faisait rien. Ils ont des meilleures notes au post-test qu'au pré-test. Vous savez, c'est le testing effect. Hein. Quand on vous évalue 2 fois sur la même chose, vous êtes toujours meilleur la deuxième fois que la première, même s'il n'y a pas eu d'enseignement entre les deux. Ce qui contrarie un peu les chercheurs, parce que du coup, dans le groupe SimCity, ils ont progressé, mais si on fait la différence entre ceux qui ont progressé sans rien faire et ceux qui ont progressé en utilisant SimCity, il y a 3% de différence. Pour 60 heures passées à utiliser SimCity, donc on se dit, c'est peut-être un peu... Alors après, voilà, l'idée c'est de dire, bon, c'est peut-être 60 heures, au moins ils les ont passés à faire ça, ils auraient pu faire... D'autre part, la littérature sur les apprentissages avec le jeu, comme vous le savez sans doute mieux que moi, c'est une littérature qui est souvent très très forte pour dire, voilà, les élèves, ils ont appris à jouer à tel jeu, et quand on regarde leur performance à ce jeu, ils sont bien meilleurs après qu'avant. Mais savoir s'ils ont mieux compris le théorème de Pythagore, vous voyez, hein, c'est que quand on utilise un jeu pour apprendre, il y a le jeu qui est le jeu prétexte, et donc les compétences qu'on développe dans le jeu. Et par exemple, je ne sais pas si vous savez, hein, mais un siècle de recherche sur les joueurs d'échecs, personne n'a jamais été capable de montrer quelque gain que ce soit du jeu d'échecs en dehors du jeu d'échecs. Être bon au jeu d'échecs, ça sert à être bon au jeu des échecs. Jamais personne n'a réussi à démontrer autre chose que ça. Alors que, vraisemblablement, enfin certains historiens le prétendent, le jeu des échecs était au départ un jeu pédagogique. Hein. C'était un jeu qui a été inventé pour enseigner la stratégie militaire. Un autre mythe qui nous a beaucoup intéressé, c'est celui de l'autonomie des apprenants. Avec le numérique, en ce moment c'est les MOOC, ça a été les hypermédias, ça a été le e-learning, etc. L'idée qu'on peut apprendre en autonomie, ça a été beaucoup vendu en contexte industriel, hein, dans le cadre de la formation professionnelle, mais aussi à l'école. L'idée que grâce au numérique, on peut apprendre tout seul.
Et là, les travaux montrent que non, c'est exactement le contraire. Il faut avoir beaucoup d'autonomie pour être capable d'apprendre avec le numérique. C'est beaucoup plus exigeant d'apprendre en autonomie avec le numérique que d'apprendre quand on a un enseignant qui conçoit et qui guide un apprentissage. Apprendre en autonomie avec le numérique, ça requiert d'avoir des stratégies et des compétences motivationnelles, métacognitives et cognitives importantes. Il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas inquiétant qu'il y ait 95% d'abandon en moyenne chez les utilisateurs de MOOC. Et moi, je n'arrive pas à me dire, mais si on avait 95% d'abandon en terminale S, on se ferait taper dessus un peu, non? Enfin, vous voyez, il y a quand même un problème. Autrement dit, je crois que le numérique, mais comme les autres technologies de la connaissance, et je crois que c'était déjà le cas avec la bibliothèque d'Alexandrie, c'est que chaque fois qu'on crée un nouvel accès à des ressources, il y a le mythe de l'autodidactie qui ressort. Les autodidactes sont des gens exceptionnels. La plupart d'entre nous, et moi le premier, on n'est pas capable d'être autodidacte. Autodidacte, je veux dire, c'est être capable d'apprendre tout seul, sans l'aide d'autrui, une connaissance de type académique. Je ne parle pas de l'autodidaxie qui consiste à apprendre tout seul à utiliser une PlayStation. Je parle... non, mais c'est important, puisque par ailleurs, on sait qu'on peut apprendre en autonomie tout un tas de connaissances. Mais l'autodidaxie, c'est la capacité à apprendre tout seul des connaissances académiques. Je crois que de toute période de l'histoire de l'humanité, il doit y avoir 1 ou 2% de gens qui sont des autodidactes et 98 à 99 de personnes qui ne sont pas des autodidactes. Et malheureusement, les nouvelles technos survendent le mythe de l'apprentissage en autonomie. On s'est intéressé aussi aux apprentissages actifs, au fait que le numérique permettait aux élèves d'être plus actifs dans les apprentissages. Et là, on a des résultats qu'on a trouvés extrêmement intéressants. C'est-à-dire que si on définit les apprentissages actifs au niveau des tâches et des activités, alors oui, on a un effet vraiment bénéfique du numérique qui permet de concevoir des situations dans lesquelles les élèves sont plus engagés, se posent plus de questions, font plus d'hypothèses, rentrent plus dans des controverses, etc., etc. C'est dans ce sens-là qu'on obtient des résultats franchement positifs. Par contre, ça n'est pas dans le sens d'être capable d'organiser soi-même son parcours d'apprentissage, son parcours d'auto-formation, où là, les résultats sont franchement mitigé, pour ne pas dire négatif. Un autre mythe qui nous a... Bon, celui-là, c'était surtout pour faire un clin d'œil à Thomas Edison, celui des images animées, et en même temps, de se rappeler quelque chose que je trouve absolument fascinant, c'est que avec l'arrivée du multimédia en classe, on s'est mis à se reposer des questions qu'on aurait très bien pu se poser avec l'arrivée de la télévision ou avec l'arrivée du cinéma. À savoir, est-ce que les images animées permettent aux élèves de vraiment mieux apprendre? Et pendant une quinzaine d'années, donc en gros la période qui va du début des années 90 jusqu'aux années 2005-2006, on a eu énormément de mal à obtenir des résultats positifs. Et je vais essayer de vous les résumer et de vous les expliquer. On obtient des résultats positifs quand l'objectif est de comprendre un phénomène dynamique, mais pas en début d'apprentissage. Les élèves sont capables de comprendre un phénomène dynamique qui est représenté de façon dynamique si et seulement si il est en fin d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il a déjà compris un certain nombre de composants et de changements d'état du phénomène dynamique. Et je vais vous donner un exemple. Par contre, on obtient des résultats très positifs et systématiques dans le domaine de l'apprentissage de gestes.
Et je dis bien l'apprentissage de gestes, pas l'apprentissage de procédures. Par exemple, un geste, c'est apprendre à faire un nœud marin, c'est apprendre à faire un origami, c'est apprendre à écrire. Une procédure, c'est des collègues australiens qui ont essayé de répliquer, qui sont complètement plantés. Ils ont voulu apprendre à des élèves, à partir d'une vidéo, à fabriquer une maison en Lego. Une maison en Lego, c'est une procédure dans le sens où c'est une suite d'étapes. Le fait que vous posiez telle pièce comme ça ou comme ça, le geste n'est pas important. C'est la succession d'états qui est importante. Ça va, cette idée-là? Donc, quand c'est un geste, on obtient des résultats systématiquement positifs. Quand c'est une procédure, non. Et quand c'est un phénomène complexe, là, c'est pas apprendre à faire, c'est apprendre à comprendre, alors on a des résultats positifs en fin d'apprentissage. Et là aussi, je me dis, mais bon sang, on aurait quand même pu être un peu attentif, parce que finalement, je prends un seul exemple, la capacité que nous, êtres humains, avons à comprendre le galop du cheval. Je prends cet exemple parce que vous savez que dès, en gros, il y a 30 000 ans, jusqu'au milieu du 19e siècle, donc des murs des cavernes jusqu'à Jéricho, les humains observent un cheval au galop et essayent de le reproduire, et ça donne ça. Jusqu'au milieu du 19e siècle, les êtres humains, donc ils ont quand même passé 30 000 ans à essayer de comprendre le galop du cheval, et ils ne comprennent pas. C'est un phénomène dynamique, complexe, ça bouge dans le temps, il y a plusieurs variables en interaction. Et vous savez que les êtres humains ont commencé à comprendre le galop du cheval quand ils ont été capables de ralentir le galop du cheval, et surtout quand ils ont été capables, dans un premier temps, de représenter les changements d'état. C'est quand je suis capable d'abord de me dire le galop du cheval c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça, puisqu'il faut comprendre les 4 appuis et les changements des 4 appuis, que je commence à être capable de comprendre le galop au ralenti. Et c'est quand j'ai compris le galop au ralenti que je peux aller voir une course de chevaux et comprendre la réalité complexe. Ça va cette idée-là? Voilà. Ben, ça, il nous l'avait dit il y a quand même un bout de temps. Et allez savoir pourquoi, quand le multimédia est revenu, on a oublié tout ça. Vous voyez, l'idée, c'est... Un autre mythe, c'est l'idée qu'avec avec la lecture sur écran, on réduit les compétences en lecture, voire la capacité d'attention. Alors on a des résultats qui étaient qui allaient tout à fait dans ce sens à l'époque des écrans rétroéclairés. Et autrement dit, ce qu'on lisait sur écran il y a 10 ou 15 ans, effectivement, ça détériorait la lecture. D'abord parce que l'œil était plus fatigué, et puis à l'époque, il y a 10 ou 15 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gens qui concevaient des documents pour l'écran, ils étaient fous, quoi. Enfin, ils utilisaient n'importe quelle police de caractère. Il y avait des fonds bleus avec des lettres roses, il y avait des lignes avec plus de 60, 70, parfois 80 caractères, de sorte que quand vous avez les études, vous voyez, l'œil il arrive au bout de la ligne, et puis quand il vient se reposer au début de la ligne précédente, il ne sait plus de où il est. Je pense que les concepteurs de documents pour écran ont beaucoup progressé, et puis surtout les écrans non rétroéclairés sont apparus, et ces différences qu'on voyait il y a 10 ou 15 ans, elles ont quasiment disparu aujourd'hui. Mais la lecture numérique, Michel l'a dit, il a évoqué les travaux de Jean-François Rouet, c'est lui, je pense, qui a le mieux travaillé sur ces questions, c'est dire, la lecture sur écran, bien entendu, elle partage les compétences avec la lecture sur papier, et elle exige de nouvelles compétences. On a insisté, par exemple, sur la compétence à évaluer l'information, qui est quelque chose qui est sans doute beaucoup plus important aujourd'hui qu'aujourd'hui. Un autre sur lequel je vais m'arrêter, parce que celui-là, il m'énerve encore plus que les autres, c'est le mythe des digital natives. Vous savez, l'idée, chacun l'a vécu, vous galérez avec votre tablette et vous demandez à votre garçon ou votre fille qui a 4 ans et qui arrive à faire des trucs alors que vous n'y arrivez pas. Et donc ça a donné naissance
en 2001, si mes souvenirs sont bons, un concept de digital native, hein, qui est quand on est né avec un ordinateur, on acquiert des compétences. Alors c'est vrai qu'on acquiert des compétences, mais on acquiert des compétences surtout pour des usages personnels. Et peut-être que le grand défaut de ce raisonnement, ça a été d'oublier que ce qu'on fait à l'école et les usages personnels qu'on a ne sont pas exactement la même chose. Alors, juste je reviens sur le mythe des digital natives, hein, l'article de Prensky, c'est dans lequel on dit, ben voilà, les jeunes qui sont nés avec des ordinateurs, ils communiquent, ils utilisent ça facilement, ils sont efficaces, ils sont, et c'est ça qui est important, différents dans la façon d'apprendre, et ils sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Et donc l'idée, c'est que nos écoles, elles sont conçues pour des gens de notre génération et pas pour les gens de la nouvelle génération. Et donc il faut acheter les logiciels que vend David Prensky, parce que les gens ont juste oublié de dire que ce mec, c'est un type qui vend des logiciels éducatifs. C'est pas un chercheur, c'est pas un journaliste, c'est quelqu'un qui faisait la promotion de sa boîte. Mais bizarrement, si vous allez sur Google Scholar, articles académiques, vous trouvez aujourd'hui 10 000 articles qui utilisent le concept de digital native, alors que, voilà, c'est juste un type qui a créé un mythe. Alors on trouve sur Wikipédia, par exemple, un truc qui reprend le mythe des digital natives, ici dans le monde du travail. Et le problème, c'est que assez tôt, on s'est dit, si on confronte ça à des travaux empiriques, on voit que c'est souvent pas du tout vérifié et qu'on peine énormément à trouver des études qui corroborent les affirmations de Prensky. Et si ce n'est peut-être l'idée que les chercheurs un peu âgés comme moi, ils ne comprennent pas trop ce que font les jeunes et donc ils disent que ça doit être différent. Vous voyez, en gros, un effet de génération. Par exemple, alors je vais passer ça parce que je voudrais quand même avoir du temps pour la fin. Un exemple, enfin, je pense un des problèmes les plus graves des affirmations de Prensky, c'est celui sur la capacité d'attention. Notre système attentionnel, le système attentionnel des êtres humains, il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est exactement le même aujourd'hui qu'il y a 10 000 ans. Hein. Je veux dire, notre système attentionnel, c'est des contraintes biologiques de notre système cognitif. Ce n'est pas un machin qui évolue avec la culture, quoi. Vous connaissez sur YouTube là, le Monkey Business Illusion, vous savez, le truc où on compte les joueurs de basket qui se font des passes. Vous la connaissez cette bon, je vous la montrerai tout à l'heure. Voilà, le système attentionnel des êtres humains, et en gros, les êtres humains, ils sont globalement capables de faire attention à une chose à la fois et pas deux. C'est quelque chose qui ne dépend absolument pas de l'âge des individus, qui ne vient pas du tout de l'époque à laquelle ils sont. L'autre idée, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus adaptés à l'école telle qu'elle est, mais le truc, c'est que ce que fait remarquer Sue Bennett, hein, qui est la principale critique qui a écrit les plus beaux articles, c'est de dire, mais apprendre à l'école et apprendre à la maison, ça a toujours été différent. Est-ce que vous vous souvenez, vous, d'une époque où on apprenait à la maison, où on apprenait à l'école de la même manière? Je ne sais pas, enfin, moi je pense même que c'est pour ça que les écoles existent. C'est parce qu'apprendre à la maison, ça ne suffit pas. Et qu'on a besoin d'apprendre autrement ailleurs. C'est parce que grandir, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on fait des écoles. Enfin bref. Bon, je passe là-dessus. Je vous donne un exemple précis. Dans cette étude, on a voulu regarder l'utilisation de lecteurs MP3 avec des élèves en classe d'allemand. D'accord? Donc, on donne des lecteurs MP3, on donne une tâche qui consiste à écouter le document sonore comme ils le veulent, autant de fois qu'ils le veulent, avec autant de pauses, de retour en arrière, une écoute en autonomie.
Et ensuite, on regarde ce que les élèves ont compris du document sonore qui leur est donné et on analyse la façon dont ils ont utilisé le lecteur MP3. D'accord? Alors on fait ça dans une classe de première, dans un lycée ultra favorisé, machin, etc. Section euro, allemand première langue, lycée international, centre-ville de Bordeaux, pour vous donner le contexte défavorable dans lequel on est. Donc tout ça pour vous dire que c'est important, hein, c'est parce qu'on a pris soin de faire cette étude avec des gosses dont on était sûr qu'ils avaient tous déjà un lecteur MP3. Hein, donc l'outil, ils l'ont déjà, et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet outil et on va leur faire faire une tâche scolaire avec. Ok? Puis on va analyser chaque événement, c'est-à-dire chaque fois qu'ils touchent le lecteur MP3, pour faire quelque chose, on code ça comme un événement. Il a 3 coordonnées, l'événement, le moment du début, le moment du fin et la durée. D'accord? Là, vous avez un élève qui va de la première à la, enfin du début jusqu'à la 251e seconde pendant 250 secondes, puis il revient au début, il va jusqu'à la 6e seconde, puis vous voyez, de la 6e seconde à la 6e seconde, il s'arrête pendant 17 secondes. Vous voyez, on retranscrit le parcours d'écoute, si vous voulez, la stratégie d'écoute. Et ça donne le graphique que vous avez en haut à gauche, hein, celui que je viens de présenter. En abscisse, le temps de l'écoute. En ordonnée, le temps du document. Okay? Donc vous voyez, pendant 251 secondes, il écoute un document de 251 secondes, puis il revient au début, il va à la 6e seconde, il s'arrête pendant 6 secondes, etc., etc. Donc vous voyez, des élèves qui ont ce type de stratégie-là, d'abord une écoute globale et ensuite une écoute où ils font beaucoup de pauses. D'autres qui font plutôt l'inverse, vous voyez. D'abord une écoute avec plusieurs pauses, puis une ou deux écoutes globales. Ici, vous avez le 3e groupe, des élèves qui font aucune pause. Ils font que des écoutes entières, et c'est eux sur lesquels on va s'arrêter. Et enfin, le dernier groupe, qui sont des élèves qui font que des pauses. Ils font jamais aucune écoute globale. En gros, les élèves du groupe 1 et 2 sont plutôt des élèves qui ont des bonnes performances en compréhension. Les élèves du groupe 4 sont des élèves qui ont plutôt des bonnes performances en mémorisation du texte, mais pas en compréhension. D'accord? Parce que c'est trop analytique comme truc. Et ce qui nous a intéressé, c'est ces élèves-là. On leur donne un lecteur MP3 et en gros, ils n'utilisent pas le lecteur MP3. Hein, puisqu'ils vont au début, et du début à la fin, ils reviennent. Bon, là-dedans, il y a 3 ou 4 élèves qui sont des élèves qu'on n'aurait pas dû mettre dans notre échantillon, on s'est trompé. Et en fait, il y a 3 ou 4 bilingues, nés en Allemagne, et donc eux, bien entendu, ils n'ont pas besoin de faire de pause, donc ça, il faut les... Ça, c'est notre faute, on n'aurait pas dû les mettre. Et sinon, les autres élèves qu'on retrouve ici, en fait, ce sont les élèves les plus en difficulté en allemand. Ceux qui n'ont pas le même niveau de connaissance linguistique que les autres. Ce sont tous des usagers de lecteurs MP3. Mais autant dans le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3, on a l'impression que le lecteur MP3 et l'utilisation est au service de la tâche d'écoute, qui elle-même est au service de l'enjeu d'apprentissage qui est de comprendre. Avec ce groupe-là, on a l'impression que le lecteur MP3 vient en concurrence avec la tâche. Écouter et décider comment on écoute, c'est trop. Et comme par hasard, ce sont les élèves du groupe 3 qui ont les moins bonnes performances en compréhension. Et quand on prend les élèves et qu'on les compare à des élèves témoins, ou parfois même on les compare à eux-mêmes sur d'autres textes, où on a comparé comment tu comprends quand tu as un lecteur MP3 ou comment tu comprends quand le professeur t'impose une lecture, une écoute, eh bien on voit aucune différence avec ce groupe 3, alors que les autres groupes comprennent mieux quand ils ont le lecteur MP3 que quand le professeur impose. Vous voyez l'idée? C'est que l'usage quotidien du lecteur MP3, c'est génial pour ne pas avoir peur du lecteur MP3, mais après ce qui compte, c'est la tâche scolaire. Hein? Écouter un document sonore en anglais ou écouter un document sonore en espagnol ou en allemand pour essayer de le comprendre et ensuite dire ce qu'on a compris, c'est une tâche scolaire. Ce n'est pas une tâche
que les élèves font avec leur lecteur MP3. C'est une tâche qui a des contraintes. Et c'est ça, bon, Michel m'a un peu mangé le truc, mais tant pis. Je crois vraiment important avec le numérique, quand on s'intéresse au numérique, de bien distinguer l'outil et la tâche. Et si on regarde que l'outil, on regarde que la moitié d'une pièce. Et c'est toujours quel outil avec quelle tâche au service de quel apprentissage. Et là, on commence à voir des choses super intéressantes dans certains cas et moins intéressantes dans d'autres. Enfin, le dernier mythe, et c'est celui sur lequel je vais m'arrêter, je vais finir, mais du coup en prenant le temps, c'est l'idée que le numérique va modifier le statut même des savoirs, des enseignants et des élèves, qui est un peu la thèse défendue par Michel Serres dans la petite poussette, et qui agite pas mal de monde en ce moment. Moi, j'ai envie de défendre le point de vue selon lequel non, et c'est même tout le contraire. J'ai envie de défendre le point de vue selon lequel les connaissances scolaires n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui, et le métier d'enseignant et le temps qu'on passe à l'école à apprendre avec des enseignants n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. On a un cadre comme un autre pour réfléchir. C'est une théorie d'un chercheur américain qui s'appelle David Gary, qui s'intéresse à la façon dont les humains apprennent, en distinguant la capacité des humains à apprendre des connaissances primaires, c'est-à-dire des connaissances, en gros, qui équipent Homo sapiens depuis plus de 50 000 ans. Le langage oral, la communication, vivre en groupe, etc. Et il oppose cette capacité d'apprentissage, l'apprentissage de connaissances primaires, à la capacité à apprendre des connaissances secondaires, c'est-à-dire des connaissances qui viennent d'apparaître dans l'espèce humaine, comme les mathématiques, comme l'histoire, comme la lecture, d'accord, des connaissances qui sont apparues il y a moins de 6 ou 7 000 ans, voire la philosophie un peu moins. Et ce qu'il note, c'est que quand on regarde cette double capacité d'apprentissage des êtres humains, on voit que, 1, la finalité de ces apprentissages est différente. Les apprentissages de connaissances primaires sont essentiellement utilitaires, adaptatifs. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend ce qui nous permet de vivre dans notre environnement quotidien. Autrement dit, par exemple, on apprend la langue qu'on parle dans le milieu où on grandit. On n'apprend pas la langue d'à côté. On apprend les codes de politesse du contexte dans lequel on a grandi, pas du contexte d'à côté. Alors que les connaissances secondaires, ce qu'on apprend à l'école, se caractérisent justement par le fait qu'elles ne sont pas utiles immédiatement. On apprend à l'école ce qui va me permettre de me construire comme citoyen, ce qui va me permettre de devenir un adulte responsable, ce qui va me permettre de devenir un adulte libre, ce qui va me permettre de devenir un adulte épanoui. Deuxième chose, l'attention. La capacité attentionnelle, les apprentissages de connaissances primaires, c'est ce qu'on appelle les apprentissages implicites, c'est bien de ça dont je parle. Les processus attentionnels, la capacité attentionnelle est très peu mobilisée pour les apprentissages implicites, alors qu'elle a un rôle très important pour les apprentissages explicites. Les processus cognitifs d'apprentissage implicite sont essentiellement inconscients. Ils ne demandent pas d'effort, ils sont rapides, alors que les processus d'apprentissage explicite sont conscients, avec effort et lents. Les apprentissages primaires sont fondés sur l'immersion, sur les relations sociales, sur l'exploration de l'environnement et sur le jeu. C'est là qu'on trouve, d'ailleurs chez les êtres humains, chez les autres mammifères sociaux, que font les enfants pendant la période de l'enfance? Ils jouent, ils ont des interactions avec autrui et ils explorent leur environnement. Et David Gary fait même l'hypothèse que nos espèces auraient évolué pour que ces trois activités soient particulièrement source de plaisir
source de motivation, tellement elles sont productrices d'apprentissage. On joue, on explore l'environnement, on a des interactions avec les pairs. Oui. Même quand on tue et qu'on fait le soldat, est-ce que ça correspond quand même à ça? Ah, je ne sais pas du tout répondre à votre question. Des jeux auxquels ils jouent le plus, c'est-à-dire des jeux quand même relativement violents. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment de l'immersion, c'est quand même un monde virtuel à part entière. Ah oui. Ah, ça, alors, pour soldat, je ne sais pas du tout, là, je suis incapable de vous répondre. Sur l'immersion, oui, enfin, l'idée c'est de dire, dans un contexte, je ne peux pas faire que m'immerger. Par exemple, ça suffit pour apprendre la langue, mais pour apprendre des relations sociales, pour apprendre des compétences beaucoup plus élaborées, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin d'explorer et j'ai besoin d'interagir avec les pairs. C'est un peu l'idée. Après, là, je ne sais pas du tout. Hein, je ne connais pas d'études qui auraient quantifié le temps qu'on passe à apprendre à s'entretuer quand on est enfant. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Alors que les apprentissages secondaires, ils sont fondés soit sur la pratique délibérée, hein, c'est-à-dire que j'ai besoin de ça dans mon quotidien, donc je le fais, hein, j'ai besoin de ma PlayStation tous les jours, et donc j'utilise ma PlayStation tous les jours, soit ils sont fondés sur l'enseignement. Ce qui a des conséquences importantes, c'est que la motivation n'a quasiment pas de rôle dans les apprentissages primaires. On n'a pas besoin d'être motivé pour apprendre sa langue maternelle, alors qu'elle joue un rôle très important dans les apprentissages secondaires. Mais l'idée de cette approche-là, c'est de dire que si jamais vous admettez ce cadre-là, vous comprenez que les connaissances secondaires, hein, c'est ce qui vient d'apparaître dans l'espèce humaine, il y a 5000 ans ou avant-hier, et donc c'est ce que les écrivains, ce que les artistes, ce que les ingénieurs, ce que les chercheurs créent chaque jour. Autrement dit, à chaque génération, il va y avoir plus de connaissances secondaires à apprendre pour pouvoir vivre, pour pouvoir être libre, pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir être conscient, pour pouvoir être responsable dans la société. Et donc l'idée, c'est que nous, enseignants, à chaque fois qu'en gros qu'on fait bien notre métier, eh ben, on forme des enseignants, mais aussi on forme des ingénieurs, on forme des artistes, on forme des écrivains, qui vont faire que, à la génération suivante, il y aura encore plus besoin d'école, parce qu'il y aura encore plus de connaissances nécessaires à apprendre pour vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Une façon radicale, hein, de le dire, c'est, à l'époque de mon père, donc il n'y a pas si longtemps, sortir de l'école en 5e sans aucun diplôme, ça vous permettait quand même une vie sociale. Aujourd'hui, rentrer sur le marché du travail avec un niveau 5e, essayer d'avoir une vie sociale, familiale, affective, avec un niveau scolaire aussi bas, c'est extrêmement pénalisant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que chaque jour, le fossé entre les connaissances primaires et les connaissances secondaires s'accroît. Et vous aurez beau mettre le théorème de Thalès sur Wikipédia, le rôle des enseignants, c'est pas de mettre à disposition le théorème de Thalès. Le rôle des enseignants, c'est déjà de faire en sorte que le théorème de Thalès soit un truc passionnant. Que les élèves se disent, bon sang, mais oui, c'est vachement intéressant. Qu'ils rentrent dans la situation d'apprentissage. Vous voyez, si je n'ai pas un enseignant qui fait que apprendre le théorème de Thalès est un enjeu pour moi, tout seul, le théorème de Thalès ne sera pas un enjeu pour moi. Vous voyez, je pense que c'est là l'erreur de l'évolution du statut des savoirs. C'est que rendre disponible des savoirs depuis la bibliothèque d'Alexandrie, ça ne change rien à la question du métier d'enseignant, qui n'est pas de rendre accessibles les savoirs, mais qui est de rendre les savoirs nécessaires, passionnants, intéressants, sujets de questions, d'investigation, etc. Vous voyez le...
Une autre chose qui me perturbe, c'est qu'avec des collègues, on s'est dit, mais bon, si on est capable d'évoluer, si le numérique bouge les choses comme ça, c'était un petit peu le propos de Michel, on doit bien voir dans les classes des choses qui évoluent, des tâches qui évoluent. Donc on s'est amusé à faire un petit peu la liste des tâches scolaires, distinguer les tâches d'études, les tâches de résolution de problèmes, tout ce qui est les tâches de recherche d'information, tout ce qui est les tâches de dialogue, les tâches de production et les jeux. Puis bien entendu, les combinaisons entre ces tâches. Et une fois qu'on a fait cette liste de tout ce qu'on observe dans une salle de classe aujourd'hui, on s'est posé la question, mais il y a 100 ans, est-ce qu'une de ces tâches n'existait pas? Est-ce qu'on a été, en un siècle, capable d'innover au niveau des tâches? Peut-être ce qui a évolué, c'est l'équilibre entre les tâches. Certaines tâches étaient plus centrales il y a 100 ans et moins centrales aujourd'hui, mais je ne pense pas, si on définit les choses à ce niveau, que les choses aient fondamentalement évolué. Par contre, je crois que, et ça ce sera une nuance par rapport au discours qu'a commencé Michel, ce que je crois très intéressant, c'est une collègue qui a publié ça en 2014, c'est de distinguer la question des tâches et la question de ce qu'elle appelle les niveaux d'engagement. Elle dit, finalement, toute tâche scolaire, vous pouvez prendre n'importe laquelle, je vous ai présenté, on peut l'aborder en classe avec 4 niveaux d'engagement. Le premier niveau d'engagement, elle a appelé passif. Je ne sais pas si c'est le bon terme, on aurait pu appeler ça cognitivement actif. Vous voyez, passif, c'est dans le sens où l'élève il fait attention, il est focalisé sur l'information dans une situation où il reçoit des explications, des informations, etc. Elle distingue ça de actif, qui est l'élève rentre dans la tâche, il est actif physiquement, il fait des choses qui sont observables et il manipule, il sélectionne. Elle a distingué ça d'un niveau qu'elle appelait constructif, qui est toute cette situation où les élèves ou les étudiants comprennent plus que ce qu'on leur explique, apprennent plus que ce qu'on leur donne. Autrement dit, toutes les situations où on produit des inférences et où on construit des connaissances. Et enfin, le dernier niveau qu'elle appelait interactif, dans lequel les élèves non seulement sont dans des situations d'apprentissage constructif, mais en plus interagissent, partagent, rentrent dans des controverses, etc. Et ce que montre Miki Kai, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle tâche, même une tâche de lecture d'un document. Cette tâche-là, elle peut être abordée de façon passive, active, constructive ou interactive, j'allais dire coopérative. Et distinguer la question de la tâche et la question de l'engagement dans la tâche, ça veut dire, oui, c'est sûr, c'est extrêmement difficile d'innover au niveau des tâches, et il est probable que le numérique n'ait pas modifié fondamentalement les tâches qu'on réalise en classe, mais ce qu'on peut faire, c'est se demander chaque tâche, quel niveau d'engagement on peut utiliser avec les élèves. Comment je peux, de façon plus systématique, aller vers le 3 et le 4 plutôt que vers le 1 et le 2. Parce que ce que montre Kai dans sa revue de la littérature, alors ça va vous sembler trivial, mais encore une fois, il fallait le montrer, c'est que chaque étude comprend où tout est égal par ailleurs, c'est-à-dire le même enjeu d'apprentissage, les mêmes élèves, la même tâche, ben, les résultats sont meilleurs avec le niveau 4 qu'avec le niveau 3, le niveau 3 qu'avec le niveau 2, et le niveau 2 qu'avec le niveau 1. Et donc, distinguer la tâche du niveau d'engagement, et dire finalement, quand on conçoit une situation d'enseignement-apprentissage, on conçoit non seulement un contenu, mais une tâche et un niveau d'engagement, je crois que ça permet de poser de façon intéressante la question de l'outil et de l'outil numérique. Pour conclure, comme ça je serai à peu près dans les temps, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que ça y est, on s'est fait envahir.
Et je crois vraiment, je ne crois pas, on est plein à croire ça, c'est la révolution que nous sommes en train de vivre dans le domaine des technologies de la connaissance est aussi importante que l'invention de l'écriture ou que l'invention de l'imprimerie. Nous avons la chance de vivre un moment rare dans l'histoire de l'humanité, de bouleversement, et si on ne comprend rien, c'est normal. C'est parce que ce qu'on est en train de vivre est un bouleversement extrêmement profond de la façon dont on communique, on échange, on transmet, etc. Deuxièmement, malgré la profondeur de cette révolution du numérique, malgré l'importance historique de cette révolution, je crois qu'il ne faut pas oublier que ce qui est modifié, c'est d'abord l'accès à des supports de connaissances. Et non pas, comme on le dit parfois, l'accès à des connaissances. C'est l'accès à des supports de connaissances qui est modifié. Et aussi, et ça c'est très intéressant pour nous enseignants, c'est l'accès à des tâches. C'est-à-dire qu'on oublie toujours que le numérique, ce n'est pas que des supports. C'est la possibilité de faire en classe ce qui auparavant était difficile à faire. Troisièmement, il ne faut pas oublier que le numérique, c'est quand même, et notamment en lecture, de nouvelles exigences, de nouvelles compétences à acquérir. Ce n'est pas le fait de déléguer une partie de nos connaissances à des mémoires externes, et c'est bien ça, l'invention de l'écriture, puis l'invention de l'imprimerie, et on délègue à des mémoires externes une partie de notre connaissance. L'idée, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, c'est jamais une solution de facilité. Déléguer nos connaissances à des mémoires externes, c'est devenir plus compétent dans la façon de gérer la complémentarité entre ma connaissance interne et ma connaissance externe. Et par ailleurs, il ne faut jamais oublier que l'apprentissage, pour l'instant, vu comment est fichu notre cerveau, c'est toujours, et là aussi ce sera une nuance par rapport à ce que disait Michel, c'est toujours plus efficace que d'aller chercher dans une mémoire externe. Je sais pas, enfin, un radiologue qui a acquis des compétences en radiologie, on sait aujourd'hui que le temps que met l'œil d'un radiologue pour se poser sur une lésion, c'est 400 millisecondes. On est sur des vitesses d'accès à la connaissance et à l'expertise à l'intérieur du cerveau qui sont infiniment plus rapides qu'accéder à des connaissances qui sont à l'extérieur. Là, je parle des connaissances qui me sont utiles tous les jours, bien entendu. Une connaissance dont j'ai besoin une fois par mois, autant qu'elle soit déléguée à des mémoires externes. Vous voyez un petit peu l'idée ? Et je crois que malgré la profondeur et l'importance de la révolution qu'on est en train de vivre, et dont je crois qu'il faudrait qu'on se revoie dans une centaine d'années pour commencer à en parler intelligemment, ça ne modifie fondamentalement pas les tâches scolaires, le fait que les tâches scolaires ne sont pas exactement les mêmes tâches que les tâches du quotidien, et ça ne modifie pas non plus le cœur des apprentissages scolaires, à savoir que ce qu'on apprend à l'école, c'est ce que grandir ne suffit pas d'apprendre. Ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qui n'est pas immédiatement utile. Merci. Donc si vous avez des protestations, des contestations qui peuvent me faire progresser. Quelle est la place de la mémoire? Vous avez 4 heures. Non, mais c'est ça dépend en fait en gros comment on définit mémoire, hein, mais l'idée c'est de dire, enfin aujourd'hui dans ma discipline, la psychologie cognitive, on ne fait plus de différence entre apprentissage et mémoire.
c'est exactement la même chose. Donc, hein, apprendre, c'est modifier les connaissances que j'ai dans ma mémoire. Et si on veut, on peut dire éventuellement, hein, la mémoire, c'est un peu au-dessus des connaissances, dans le sens où dans ma mémoire, je n'ai pas que des connaissances, j'ai aussi des souvenirs. Mais apprendre, hein, c'est donc cette partie de la mémoire dans laquelle il y a des connaissances. Voilà. Et apprendre, c'est juste modifier mes connaissances. Et l'idée après, voilà, qui me semble absolument fascinante, c'est comment chaque nouvelle techno modifie cette dualité, hein, ce double système de mémoire que j'ai, ma mémoire interne et mes mémoires externes. Et je ne sais pas, hein, il suffit de relire ce passage de Phèdre où Socrate se plaint de l'invention de l'écriture. Et il y a une description de l'écriture en disant, voilà, l'écriture c'est quand même pour les feignants, quoi. Les gens qui savent écrire, c'est des feignants. Le vrai apprentissage, c'est l'apprentissage que j'ai là. Dès que je commence à écrire, je rentre dans la facilité, c'est-à-dire je commence à déléguer à des mémoires externes. Et donc, heureusement que depuis Socrate, on a un peu évolué là-dessus, et on voit beaucoup plus la question de comment les mémoires internes et les mémoires externes sont complémentaires, et non pas comment il y en a une qui détériorait l'autre. Mais ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que finalement, Socrate, qui se méfie de l'écriture, c'est la même chose qui se passe au moment de l'invention de l'imprimerie, et c'est le même truc que le truc sur Wikipédia, quoi. Je veux dire, c'est chaque fois qu'il y a une nouvelle techno, nous qui étions là avant, on voit la nouvelle techno arriver en disant mais c'est quoi ce truc, quoi. Et on voit ça plus comme une solution de facilité, comme quelque chose qui est moins exigeant, comme quelque chose pour ces feignants de jeunes qui transpirent beaucoup moins que nous, parce que nous au moins on a transpiré pour... Et ça vraiment, je crois, hein, c'est une constante. Je crois qu'il vaut mieux se le poser en termes de complémentarité. Pour dire les choses simplement, si vous prenez le métier de technicien de maintenance en informatique, un technicien de maintenance en informatique, c'est quelqu'un qui a en gros quelques connaissances qui sont essentiellement du côté des démarches, et les connaissances techniques, c'est-à-dire les références des pièces, etc., comme elles évoluent toutes les semaines, voire tous les mois, son expertise est essentiellement fondée dans ma mémoire interne, j'ai des démarches, dans les mémoires externes, j'ai des références. Mais je ne peux pas du tout analyser le métier de radiologue de la même manière. La complémentarité entre mémoire interne et mémoire externe chez un radiologue est radicalement différente de celle du technicien de maintenance en informatique. L'idée, c'est ça, c'est que chacun de nos métiers pose différemment la complémentarité entre ces deux mémoires. Oui, bonjour. Bonjour. François Fézot, organisation et éducation. L'année dernière, vous avez animé une table ronde à l'université d'été, et je me souviens, vous avez parlé des serious games, en disant en ce moment on est tous dans les serious games à fond, mais est-ce que c'est pas un effet de mode? Alors je voulais savoir si vous aviez trouvé déjà la réponse. Et puis en parlant de serious games, ça m'a surtout à parler aussi de contenu. Qu'est-ce qu'on enseigne avec le numérique? Vous avez vaguement abordé tout à l'heure la production par les élèves. Comment on peut justement développer? Est-ce que ça se fait? Où en est la recherche à ce niveau-là? Et enfin, bien sûr, la question d'actualité que tout le monde attend, le code à l'école. Alors oui, non, comment? Merci. Merci. Alors, pour la première question, moi j'ai trouvé, il y a un bouquin là, qui vient juste d'être écrit sur les serious games qui va paraître chez Canopé, je pense le mois prochain. Donc comme on m'a demandé d'écrire la préface, du coup je me suis tenu un peu au courant. Et effectivement, on voit très très bien que l'effet de mode des serious games, ça s'arrête en 2012-2013. Il y a une période qui va de 2010-2009 jusqu'à 2012-2013, et puis là, ça y est. Et en même temps, c'est super bien qu'on ne soit plus dans l'effet de mode, parce que du coup, on va pouvoir s'intéresser sérieusement aux jeux sérieux, et à se dire dans quelles conditions et pour quel contenu, etc., on peut jouer en apprenant. Et d'ailleurs, on peut très bien jouer en apprenant sans numérique, et c'est aussi intéressant. Sur la deuxième question, moi, je trouve que votre deuxième question, c'est sans doute une des questions les plus importantes.
c'est non pas qu'est-ce que le numérique change dans notre façon d'apprendre ou dans les tâches qui nous permet, mais vraiment qu'est-ce que le numérique nous permet de construire ou d'aborder comme nouveau contenu, comme nouvelles connaissances et comme nouvelles compétences. Et ça, je crois que c'est, enfin je sais pas, dans le domaine des sciences, par exemple, dans le domaine de l'étude de la littérature, par exemple, il y a de plus en plus de possibilités d'accéder très rapidement à des contenus et de modifier dans la dynamique même de la classe des contenus, de mettre les élèves en situation de production de contenu qui est unique. Je vous donne un seul exemple, Wikiconcours, vous connaissez? C'est fabuleux. Enfin, c'est le rêve de Freinet qui se réalise enfin pour de vrai. C'est fantastique. C'est des élèves, ils sont en situation de production d'écrits qui, du fait même de se passer sur Wikipédia, vont être des écrits d'élèves qui vont accéder vraiment à la seconde même au statut de document public et publié. Donc c'est plus le document qu'on produit pour l'école, pour une petite communauté, ça devient un document qui est lisible par toute personne qui lit le français. Et ça, et mettre des élèves en situation d'être auteurs sur Wikipédia, c'est unique. C'est la première fois, je crois, que aussi vite, on peut mettre les élèves dans une situation de production complètement authentique. Et vraiment, votre deuxième question, c'est, je crois, la question la plus fascinante et la plus intéressante. Et du coup, j'ai oublié la troisième. Ah, le code. Alors là, je suis pris en flagrant délit. J'ai essayé pendant tout l'exposé de bien essayer de, comment dire, de ne pas rendre compte de ce que je pensais personnellement, mais essayer de rendre compte de résultats de la recherche. Et là, sur cette question, j'y arrive pas, quoi. Donc, moi, personnellement, de façon totalement subjective, indue et illégitime, j'y crois à fond. Mais sans doute parce que je suis un passionné et parce que apprendre à programmer a été un moment d'épanouissement incroyable. Mais donc moi j'y crois, mais c'est que de la croyance. J'ai aucun argument autre que ma croyance à vous proposer. Et en même temps, puisque je reste sur le registre personnel, moi je suis psychologue, donc j'ai fait des études de psycho, etc. Mais j'étais tellement passionné par l'informatique que j'ai appris à programmer. Et un jour, on développait un machin pour une application éducative pour des élèves. Et je travaillais avec un informaticien et je voyais que le mec, il était quand même bien meilleur que moi. Donc je me dis, bon, il n'y a pas de raison, je vais bosser, je vais y arriver. Puis je voyais que le mec, il était vraiment super bon en programmation. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais qui tu es, toi, pour être si fort? Il me dit, oui. Je dis, mais tu n'es pas que ça, tu dois faire autre chose. Il dit, oui, c'est moi qui donne les cours de prologue au MIT à Boston. Je dis, bon, c'est bon, laisse tomber. Non, mais ce que je veux dire, c'est cette anecdote un peu idiote, c'est aussi pour dire, je pense que l'enseignement du code, il faut vraiment se le reposer comme l'enseignement de la documentation, comme l'enseignement des mathématiques, c'est-à-dire de bien dire, attention, quand on enseigne le code, on forme des citoyens. On ne forme pas des informaticiens. De la même manière que quand on enseigne les mathématiques, on ne forme pas des mathématiciens, on forme des citoyens. Et j'ai beaucoup travaillé avec les collègues professeurs documentalistes et de comprendre avec les professeurs documentalistes que quand un enseignant documentaliste enseigne la documentation, il n'a pas à former des documentalistes, il a à former des citoyens. Et la question du thésaurus et des machins, etc., c'est de dire, oui, il y a des outils, c'est de très bons outils pour les documentalistes, mais pas pour les citoyens. Nous, ce qu'on forme, c'est les citoyens. Donc voilà, c'est la seule truc comme ça. Voilà. Moi, j'y crois à fond, mais il faut bien qu'on garde l'idée que ce qu'on forme, c'est des citoyens, pas des informaticiens.